Incredibly sad news. Memphis Grizzlies forward Brandon Clarke has died. We now know the cause of death of former NBA player Brandon Clarke. La réponse est enfin tombée. 3 mois de silence. 3 mois de spéculation, de rumeurs, de coéquipiers au cœur brisé publiant des cœurs bleus sur Instagram sans vraiment connaître toute la vérité. Brandon Clarke, a beloved member of the Memphis Grizzlies since 2019, whose leadership and passion earned him respect throughout the Memphis community. Et le 7 août 2026, le bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles a mis fin au mystère une bonne fois pour toutes. L'ailier des Memphis Grizzlies, Brandon Clarke, est décédé des suites d'une intoxication à l'héroïne et à la cocaïne, a annoncé le bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles. Ce dernier a retenu ces drogues comme cause officielle du décès de Clarke. The LA County Medical Examiner's Office announced that he died from the effects of heroin and cocaine. Qu'il a qualifié d'accident. 9 ans, 7 saisons, carrière entière à Memphis. Il n'est plus là. Mais pour comprendre ce qui s'est réellement passé, il faut remonter tout au début. Voyons cela de plus près. L'enfant dont personne ne voulait, Brandon Clarke, est né le 19 septembre 1996 à Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada. Son père était jamaïcain, sa mère canadienne. Sa famille a déménagé à Phoenix quand il avait 3 ans. Et c'est là que l'histoire commence vraiment, dans le désert de l'Arizona, au lycée Desert Vista, où un gamin capable de sauter hors du gymnase était pourtant, d'une manière ou d'une autre, invisible aux yeux de tous les grands programmes universitaires du pays. Réfléchissez-y un instant. Ce garçon affichait une moyenne de 15 points, 7 rebonds, passes décisives et 4 contres par match au lycée. Il a réalisé 10 triples-doubles en une seule saison. Il a remporté un championnat d'État et pas un seul programme de premier plan. Ni Duke, ni le Kentucky, ni le Kansas ne l'a contacté. Pas un seul. Résultat, passé 2 ans à jouer au basket universitaire à San Jose State, en Californie. San Jose State, une université qui n'avait pas produit de talent notable pour la NBA depuis plus de 2 décennies. Ils ont même failli lui demander de commencer par s'inscrire en tant qu'étudiant ordinaire. Mais c'est là que l'histoire de Brandon Clarke devient intéressante. Il était trop doué pour rester dans l'ombre. 2 saisons à San Jose State, des performances solides, progression. Puis, en 2017, il a pris la décision qui allait tout changer. Il a été transféré à Gonzaga. Les règles de la NCAA traînent à rester sur la touche pendant une année entière. Une année sans match, sans moment fort, sans aucun regard posé sur lui. La plupart des joueurs se fanent dans ce silence. Brandon Clarke, lui, en a tiré parti. Il a emmagasiné chaque parcelle de cette énergie. Quand il a enfin foulé le parquet pour les Bulldogs en 2018, comme s'il avait attendu ce moment toute sa vie. Au cours de sa seule saison à Gonzaga, il a affiché une moyenne de 16,9 points, 8,6 rebonds, 1,9 passes décisives et 3,16 contres en 28,1 minutes. Terminé en tête du classement national en pourcentage de tirs réussis, 78,7% et en nombre total de contres, 117. Il a été élu meilleur défenseur de l'année de la WCC. Il a également été élu meilleur recrue de l'année de la WCC en une seule saison. Puis vint la March Madness. Au deuxième tour contre Baylor, Clarke a inscrit 36 points, établissant ainsi le record de Gonzaga pour le plus grand nombre de points marqués en un seul match du tournoi NCAA. De ce jeune que personne ne voulait à l'un des joueurs les plus dominants du pays. La NBA n'allait pas tarder à venir frapper à sa porte. L'échange de la soirée de la draft que personne n'avait vu venir, Clarke a été sélectionné par les Oklahoma City Thunder au premier tour de la draft NBA 2019 en 21e position, immédiatement échangé aux Grizzlies. Memphis a cédé Darius Bazley et un futur choix de 2e tour. Thunder ont obtenu un espoir. Memphis a obtenu un joueur. Il y a une différence. Et Brandon Clarke n'a pas perdu une seconde pour le prouver. Il est arrivé à Memphis le même été que Ja Morant et s'est immédiatement fait remarquer. Double-double en Summer League, MVP du tournoi et de la finale. Le premier joueur de l'histoire de la Summer League à remporter ces 2 titres la même année. Ce n'est pas une faute de frappe. Le tout premier joueur de l'histoire dans une Summer League regorgeant de jeunes talents avides de s'imposer pour intégrer un effectif, Brandon Clarke était chaque soir le meilleur joueur sur le terrain. Sa saison de rookie, encore meilleure. Il a été nommé dans la première équipe des rookies de la NBA en 2020 après avoir affiché une moyenne de 12,1 points et 5,9 rebonds par match. Il a terminé 4e au vote du titre de rookie de l'année. Ses camarades de promotion, Ja Morant, Kendrick Nunn, Tyler Herro, Zion Williamson. C'est une pléiade de rookies redoutables et Clarke a su tenir tête à chacun d'entre eux. Au cours des 2 saisons suivantes, Memphis a construit quelque chose d'exceptionnel, quelque chose d'électrisant. Ja Morant est devenu une superstar
star, Jaren Jackson Jr., est devenu candidat au titre de meilleur défenseur de l'année. Et Brandon Clarke, il en était le cœur battant. C'est lui qui donnait le ton chaque soir en sortant du banc, la menace du lob, le protecteur du panier, le joueur qui faisait fonctionner le système. Passé plusieurs saisons comme l'un des éléments complémentaires les plus importants d'une équipe des Grizzlies qui était en train de devenir l'un des jeunes effectifs les plus passionnants de la ligue. C'était un pilier défensif, un marqueur efficace, le genre de joueur dont l'impact transparaît dans toutes les rubriques de la feuille de statistiques et se ressent encore davantage en dehors de celle-ci. En octobre 2022, Memphis l'a récompensé. Les Grizzlies lui ont offert une prolongation de contrat de 4 ans pour 52 millions de dollars. L'avenir s'annonçait radieux, plus radieux encore. Et puis vint le 3 mars 2023. La blessure qui a tout changé. Le 3 mars 2023, les Denver Nuggets affrontaient les Memphis Grizzlies. Les deux meilleures équipes de la conférence Ouest s'affrontaient. Ce soir-là, lors d'une défaite face aux Nuggets de Denver, Clarke s'est déchiré le tendon d'Achille gauche. Vous connaissez cette image. Tous les fans de basket la connaissent. Le joueur s'arrête. Il se saisit de l'arrière de sa jambe. Il baisse les yeux. Et on le sait toujours, la saison est terminée. Pas de play-off. Memphis a ensuite affronté les Lakers au premier tour sans lui. Il est revenu l'année suivante, mais son corps n'était plus le même. Clarke a manqué plus d'une année civile complète à cause de sa rupture du tendon d'Achille et des problèmes au genou et au mollet l'ont limité à 2 matchs lors de la saison 2025-2026. 2 matchs. Au cours d'une année où il était censé faire son grand retour, contribuer à la course aux playoffs et prouver que son contrat de 52 millions de dollars était toujours justifié. Il n'a disputé que 2 matchs. Le dernier, le 20 décembre 2025. Il n'a plus jamais joué. Clarke a subi une élongation de grade 2 au mollet droit au cours du premier quart-temps du match à domicile des Grizzlies contre les Washington Wizards le 20 décembre 2025. Et voilà, opération, rééducation, inflammation, une nouvelle opération, encore de l'attente. Les blessures l'ont limité à seulement 72 matchs sur les 246 possibles au cours des 3 dernières saisons. Réfléchissez à ce chiffre, 72 matchs sur 246. Il a manqué 2 matchs sur 3 qu'il aurait dû disputer au cours des 3 dernières années de sa vie. Et voici ce dont personne ne parle lorsqu'on évoque ces chiffres. Coût physique ne représente que la moitié du problème. Un athlète professionnel qui ne peut pas pratiquer son sport est un homme sans raison d'être. La salle de sport, la compétition, les vestiaires, ce n'est pas seulement un métier, c'est une identité. Et quand les blessures s'accumulent, quand les opérations chirurgicales s'enchaînent, quand on est assis dans un établissement médical à regarder ses coéquipiers concourir à la télévision, le poids psychologique de tout cela est écrasant. Brandon Clarke vivait cette réalité, jour après jour, mois après mois. Personne ne comprenait pleinement à quel point ce fardeau était devenu lourd. La course-poursuite à grande vitesse, à laquelle personne ne s'attendait, 1er avril 2026, le jour du poisson d'avril. Mais ce qui s'est passé cet après-midi-là, à Cross County, dans l'Arkansas, n'avait rien d'une blague. Brandon Clarke, l'ailier des Memphis Grizzlies, arrêté en Arkansas pour, entre autres, excès de vitesse et possession d'une substance contrôlée. Voici comment les faits se sont déroulés. Une Corvette blanche, flambant neuve, suralimentée, filant sur l'autoroute à plus de 100 miles par heure. Un adjoint du shérif l'a repéré, s'est lancé à sa poursuite et a finalement réussi à l'arrêter après une course-poursuite de plusieurs miles. Le conducteur n'était autre que Brandon Clarke. Clarke a été interpellé par le bureau du shérif du comté de Cross et a été inculpé de dépassement illicite, de possession d'une substance contrôlée, de fuite au volant d'un véhicule ou d'un moyen de transport en dépassant la limite de vitesse, trafic d'une substance contrôlée. La substance en question, plus de 230 grammes de kratom, un extrait végétal issu d'un arbre originaire d'Asie du Sud-Est. Le kratom est légal au Tennessee, où résidait Clarke. Mais en Arkansas, il s'agit d'une substance contrôlée de classe 1, assimilée à l'héroïne en vertu de la législation de l'État. Clarke a été remis en liberté l'après-midi suivant. Son agence, Priority Sports, a publié un communiqué indiquant qu'il comptait rejoindre les Grizzlies pour la saison suivante. Clarke était sous contrat avec les Grizzlies jusqu'à la saison 2026-2027. Il y avait encore de l'espoir. Il restait encore du temps. C'est du moins ce que tout le monde pensait. Mais voici le problème. Regardez le tableau qui se dessine désormais. Un homme souffrant de douleurs chroniques dues à de multiples opérations chirurgicales. Un homme qui n'avait pas disputé de match de basketball important depuis des années. Un homme qui a été arrêté en possession de plus de 200 grammes d'une substance légale mais puissante, connue pour ses propriétés similaires à celles des opiacés. Un homme roulant à 100 miles par heure un mardi après-midi au volant d'une Corvette suralimentée avec une date d'audience en suspens qui pesait sur lui. Ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui est en paix, c'est le comportement de quelqu'un qui est en train de se noyer. 11 mai 2026, 41 jours après l'arrestation. C'est le temps qui s'est écoulé entre cette autoroute de l'Arkansas et la maison de la vallée de San Fernando, où les ambulanciers allaient intervenir suite à un appel au 911. Clarke a été retrouvé inanimé dans sa chambre vers 17h, heure locale, 11 mai 2026. Les ambulanciers dépêchés sur place ont constaté son décès à 17h15. Il avait 29 ans. Les secours dépêchés sur place ont trouvé du matériel lié à la consommation de drogue dans la maison. Les Memphis Grizzlies ont confirmé son décès le 12 mai.
mai, NBA s'est immédiatement mise en deuil. Ce fut l'une des journées les plus sombres de l'histoire récente de la Ligue, car quelques heures plus tôt, l'ancien pivot de la NBA, Jason Collins, premier joueur en activité à avoir révélé son homosexualité dans l'histoire de la Ligue, était également décédé d'un cancer du cerveau. NBA a perdu 2 des siens à quelques heures d'intervalle. Lorsque l'équipe de l'émission Inside the NBA a pris place sur TNT ce soir-là, le chagrin se lisait déjà sur leur visage. Le présentateur Ernie Johnson a ouvert l'émission en déclarant « Bon sang, mardi a été une journée difficile pour la famille de la NBA. Aux familles de Brandon Clark et de Jason Collins, nos prières les plus sincères pour qu'elles trouvent paix et réconfort en ces moments difficiles. » Puis Charles Barkley, qui avait lui-même perdu son jeune frère Daryl en 2009 après des années de lutte contre une addiction à la cocaïne, a abordé le sujet à titre personnel. Il a regardé la caméra et a déclaré « Évidemment, je suis très sensible à la question de la drogue. Les gars, vous devez absolument rester loin de tout ça. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Ce n'est pas une question de si, mais simplement de quand. Si vous vous mettez à expérimenter la drogue, ça finira mal. Il ne s'agit pas seulement de vous, les gars. Vous avez une famille qui compte sur vous. » Clay s'adressait aux jeunes joueurs, mais il parlait aussi à travers sa propre souffrance. Ça s'entendait. Les coéquipiers qu'il aimait. Les hommages ont afflué immédiatement. Et ce n'étaient pas les communiqués de presse habituels que l'on entend lorsqu'une personnalité publique décède. Ceci était sincère, brut, personnel. Ja Morant, son ami le plus proche et son coéquipier de longue date chez les Grizzlies, a publié sur ses stories Instagram. « Ça fait mal baisser. T'aimes mon pote. T'y bien trop tôt. » Il a ajouté « Ça va bien au-delà du basket. Bien au-delà du basket. » Venant de Ja Morant, un joueur qui se montre rarement vulnérable en public, ces mots ont une résonance particulière. Jalen Wells, l'un des plus jeunes joueurs des Grizzlies qui avait côtoyé Clark lors de sa dernière saison, a écrit « Malgré tout ce qu'il a traversé depuis que je suis à Memphis, il arrivait toujours avec le sourire aux lèvres, une source de lumière dans les vestiaires, une personne vraiment inspirante. » Et Kyle Anderson, son message était le plus émouvant de tous. Il a écrit « Tellement mal, mec. Vraiment mon pote, mon jumeau de la Vierge. T'aimes tellement mon frère. J'aurais tant voulu être là pour toi. » Il n'a même pas pu finir sa phrase correctement. Voilà à quoi ressemble le chagrin en temps réel. Puis vint Jaren Jackson Jr., qui avait été transféré de Memphis aux Utah Jazz plus tôt en 2026, mais dont le lien avec Clark n'avait manifestement jamais faibli. « Tu comptais énormément pour tant de gens, et encore plus pour moi. Je n'aurai jamais les mots pour décrire ce que je ressens. Je n'arrive toujours pas à y croire, » crie Jackson. La star des Grizzlies, Ja Morant, a répondu au message de Jaren par « T'aimes mon frère », accompagné d'un cœur bleu et d'un emoji représentant un cœur bandé. Échange entre deux hommes qui ont bâti quelque chose ensemble à Memphis et qui pleurent un frère qu'ils partageaient en disait long sur ce que Brandon Clark représentait pour son entourage. Le commissaire de la NBA, Adam Silver, l'a qualifié de pied et leader très apprécié, qui jouait avec une passion et une ténacité immense. Les Grizzlies ont déclaré « Nous avons le cœur brisé par la perte tragique de Brandon Clark. Brandon était un coéquipier exceptionnel et une personne encore meilleure, dont l'impact sur l'organisation et la communauté de Memphis dans son ensemble ne sera pas oublié. » La vérité enfin révélée par le médecin légiste. Pendant près de 3 mois, le monde a attendu. Cause du décès n'avait pas encore été déterminée. Psy était en cours. Les rapports toxicologiques étaient en cours d'analyse. Théories circulaient. Surdose de kratom, tanil, mélange d'analgésiques. Chacun avait sa propre hypothèse. Personne n'avait la réponse. Puis, le 7 août 2026, le bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles a publié ses conclusions. Et la réponse n'était pas le kratom, ni le fentanyl, ni un composé mystérieux trouvé dans le rayon des compléments alimentaires d'une station-service. Brandon Clark est décédé des suites de la consommation d'héroïne et de cocaïne. Le bureau a retenu ces drogues comme cause officielle du décès de Clark, qu'il a qualifié d'accident. Voilà encore ce mot. Accident. Pas un suicide, un accident. Un homme de 29 ans pris dans la tourmente des blessures physiques, de la souffrance psychologique, des démêlés judiciaires et de l'incertitude quant à son avenir. Et le médecin légiste a conclu que ce qui s'était passé n'était pas intentionnel. C'est une distinction importante. Mais le rapport ne s'est pas arrêté là. Le bureau a également mentionné les effets combinés de plusieurs médicaments sur ordonnance comme un facteur significatif ayant contribué à son décès, bien qu'il n'ait pas précisé de quel médicament il s'agissait. C'est la partie de cette histoire qui va faire parler les gens pendant des années. Car à quel médicament sur ordonnance un basketteur professionnel a-t-il accès? La liste est longue. Anti-inflammatoires, analgésiques, médicaments post-opératoires, somnifères, tous légaux, pris par les médecins de l'équipe ou par des médecins personnels, et tous potentiellement mortels s'ils sont mal combinés. Un rapport d'autopsie complet sera publié ultérieurement et inclura les noms de ces médicaments. Le tableau complet n'est pas encore connu, mais le titre fait déjà la une. Héroïne et cocaïne. Un accident, 29 ans. Ce que les chiffres ne révèlent pas,
Clark affichait une moyenne de 10,2 points et 5,5 rebonds en 309 matchs, tous disputés avec les Grizzlies, et avait terminé 4e au vote du titre de Rookie de l'année lors de la saison 2019-2020. Ce sont de bons chiffres, des chiffres solides, mais ils ne racontent pas l'histoire d'un homme qui a été, à plusieurs moments de sa jeune carrière, l'un des joueurs les plus efficaces de toute la NBA. Il a affiché un pourcentage de réussite de plus de 57% au tir lors de sa première saison. Il a reçu des votes pour le titre de meilleur 6e homme de l'année. Il était considéré comme un pilier de l'une des jeunes équipes les plus passionnantes du basket. Puis tout s'est arrêté. Opération après opération. Saison après saison, il a perdu de sa superbe. Les blessures l'ont limité à seulement 72 matchs sur les 246 possibles au cours des 3 dernières saisons de sa carrière, dont seulement 2 lors de sa dernière saison. Tra, celui qui était censé représenter tout ce pour quoi il avait travaillé, est devenu un compte à rebours pour une carrière qui n'était plus d'actualité. Quel impact cela a-t-il sur une personne? Que ressent-on à 28 ou 29 ans quand on regarde ses coéquipiers jouer depuis une table de soins, en sachant que son contrat arrive à échéance, que son corps ne cesse de le trahir et que les appels des équipes vont se tarir? Personne ne pose assez souvent cette question à propos des sportifs professionnels. Ils reçoivent leur maillot et leur salaire, et soudain, tout le monde part du principe que tout va bien. Clark était le genre de coéquipier sur lequel chaque vestiaire compte en silence, triste, tenace et adoré. C'est là la tragédie enfouie au cœur de la tragédie. Il a tout donné à un sport qui, au final, l'a laissé sur le carreau. Et quelque part, entre l'homme qu'il était sur le terrain et celui qu'il peinait à devenir en dehors, il s'est tourné vers quelque chose qui l'a tué. La question du kratom qui reste en suspens. Il y a un point que le rapport du médecin légiste a notablement omis d'aborder. Le bureau n'a pas indiqué si du kratom avait été trouvé dans le corps de Clark au moment de son décès. Et cela est significatif, car lorsque Clark a été arrêté en Arkansas le 1er avril, plus de 230 grammes de kratom ont été trouvés dans sa voiture. 6 semaines plus tard, il est mort. Le kratom, même substance qui lui a valu son arrestation, celle que les spécialistes de la toxicomanie qualifient de héroïne de station-service, ne figurait pas parmi les causes officielles du décès. Mais le fait qu'il en ait eu en sa possession, en grande quantité, quelques semaines seulement avant sa mort, en dit long sur l'environnement dans lequel il vivait. Un univers de substances légales et illégales, sur ordonnance ou en vente libre, qui se confondaient toutes autour d'un homme en proie à de graves souffrances physiques et émotionnelles. Le kratom agit sur les mêmes récepteurs cérébraux que les opioïdes. Une consommation régulière peut entraîner une dépendance, un syndrome de sevrage, surtout une baisse spectaculaire de l'inhibition qui pousse à rechercher des substances plus puissantes pour combler ce même besoin. Est-il possible que la consommation de kratom par Brandon Clark, qui durait depuis des mois, ait ouvert la voie à des drogues plus dures? Est-il possible que l'héroïne et la cocaïne détectées dans son organisme ce soir-là de mai aient fait partie d'une spirale plus profonde, commencée avec ces gélules achetées légalement dans un magasin de tabac du Tennessee? N'a pas encore de réponse confirmée, mais c'est une question sur laquelle toute personne qui se sent concernée par cette histoire doit s'interroger. Le rapport d'autopsie complet n'a pas encore été publié. Lorsqu'il le sera, pourrait brosser un tableau encore plus complet de ce que Brandon Clark avait en lui au cours des dernières semaines de sa vie. L'héritage qu'il laisse derrière lui. Clark a passé l'intégralité de ses 7 années de carrière en NBA avec les Grizzlies. Il n'a jamais porté d'autre maillot. Il n'a jamais joué pour une autre ville. Memphis était la sienne et il incarnait Memphis. À égalité avec Ja Morant, c'était le joueur ayant passé le plus de temps dans l'effectif de l'équipe, avec 7 saisons à Memphis. C'était le gamin dont personne ne voulait à la sortie du lycée. Le joueur qui a intégré l'université de San Jose State sans bourse. Le transfert de dernière minute qui a dominé à Gonzaga. Le 21e choix de la draft qui est devenu MVP de la Summer League. Membre de l'équipe des meilleurs rookies et chouchous des fans du Tennessee. Il a tout mérité à la sueur de son front. Et ce qu'il avait acquis était déjà extraordinaire avant que les blessures ne prennent le dessus. Mais l'homme qui reste dans la mémoire de tous ceux qui l'ont connu, ce ne sont pas ses statistiques, c'est son sourire. Jalen Wells a déclaré qu'il arrivait toujours avec le sourire aux lèvres et qu'il était une source de bonne humeur dans les vestiaires. Personne vraiment inspirante. Autre mot prononcé en 2022 lorsqu'il a signé cette prolongation de contrat de 52 millions de dollars, le résumant mieux que n'importe quel hommage ne pourrait le faire. Assis à une table, vêtu d'un maillot des Grizzlies, il a déclaré « Je suis très reconnaissant d'être ici, d'avoir été drafté ici, d'avoir la chance de vivre cela. C'est mon rêve, c'est son rêve. » Et pendant longtemps, il a été tout ce qu'il avait imaginé qu'il serait. Les autorités ont conclu à une mort accidentelle. Cette conclusion a son importance. Elle permet aux personnes qui aimaient Brandon Clark de savoir qu'il n'a pas choisi de partir. Il ne s'est pas enfui. Il a perdu le contrôle de quelque chose dont trop de gens dans ce pays, sportifs ou non, perdent le contrôle chaque jour. Et
peut-être y a-t-il quelque chose d'utile dans cette prise de conscience, quelque chose qui aidera quelqu'un d'autre. Brandon Clark, né le 19 septembre 1996, décédé le 11 mai 2026, âgé de 29 ans, parti bien trop tôt. Partie de l'histoire de Brandon Clark vous a le plus marqué? Son ascension alors qu'aucune université ne voulait de lui, les blessures qui l'ont privé de ses meilleures années, ou la vérité que le médecin légiste a finalement révélée? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires, et avant de partir, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Hoops Rivals pour ne pas manquer les prochaines.